Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir gourmand, nous partons dans les Hautes-Alpes, arpenter le Briançonnais. Laurent procédera à la fabrication du fromage de brebis et Jimmy régalera les papilles avec le mélèze. Le tissage de la laine sera l'occasion de dérouler le fil de l'histoire et la biodiversité du parc national des Écrins sera scrutée aux jumelles. Je vous laisse apprécier les richesses de ce terroir d'altitude et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Au nord du département des Deux-Alpes, la région naturelle du Briançonnais alterne vallées encaissées et sommets découpés. Délimité au nord par le massif des Cerces et la vallée de la Clarée, ce pays de haute montagne borde l'Italie jusqu'au bassin de la Cervérette au sud-est. Le cours de la Guisane et le parc des Écrins forment quant à eux les marges occidentales de ce terroir. Niché à la confluence de 5 vallées, Briançon est considéré comme la plus haute ville de France. Pour autant, le climat y reste doux grâce à un ensoleillement remarquable faisant de la région une destination aujourd'hui appréciée des touristes. L'attractivité de la ville frontalière amène Vauban à bâtir sur l'ancien piton rocheux un véritable réseau de fortifications, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La commune conserve son caractère militaire en devenant une ville de garnison par la suite. Les torrents issus des sommets enneigés restent les architectes indiscutables de ces espaces. En formant les gorges et vallées alentours, les rivières offrent une diversité de paysages propices au développement de l'élevage. Jean-Pierre Brunet perpétue ainsi cette tradition pastorale dans les alpages, au-dessus du village de Servières. Là, c'est des prés de fauche. On fauche au mois de juin-juillet. Et après, à l'automne, on met nos bêtes à pâturer dessus. C'est de l'herbe qui est quand même assez riche. Nous, on a quand même des alpages sur la commune de Servières qui sont vraiment appropriés pour les moutons, quoi. Il y a un tout petit lot de brebis qui est redescendu de montagne il y a une dizaine de jours. Et c'est tous des brebis qui vont mettre bas. Et là, il y en a une qui se prépare à faire son agneau. Il y a à peu près plus d'une demi-heure que les os, la poche des os a percé et il va falloir intervenir. Avec sa femme Bernadette, l'éleveur rassemble les bêtes afin de les parquer. Jean-Pierre peut ainsi saisir la brebis gestante et lui apporter l'assistance nécessaire à cette mise bas délicate. Là, c'est une bête qui ne serait pas arrivée à faire son agneau. Il est quand même assez gros. Et voilà. Alors je contrôle si la brebis elle a du lait dans chaque tétine. Et voilà. C'est beau. Elle va complètement le sécher. Et en faisant ça, elle prend son odeur et après, elle sait que c'est son agneau. C'est sa façon de l'identifier. Moi, je suis né là-dedans. Mon père avait déjà un troupeau de brebis et j'ai repris l'exploitation en 1984. Voilà, et depuis, je m'occupe des moutons. C'est une passion. J'ai essentiellement des préalpes. Ouais, c'est une bête qui est quand même habituée aux montagnes, quoi. Voilà, une bonne marcheuse. Il ne faut pas mettre des races à viande qui sont beaucoup plus lourdes. Elles auraient du mal à se déplacer dans les montagnes. Là, c'est vraiment des bêtes rustiques, quoi. Avec sa tête longue et son chanfrein busqué, la préalpe valorise les fourrages grossiers et s'adapte ainsi parfaitement aux élevages extensifs en alpage. Bien que cette race soit destinée à la production d'agneaux de boucherie, Jean-Pierre et Bernadette portent une attention particulière aux toisons de leurs bêtes. Celui-là, la laine va rester marron ou elle va blanchir, Jean-Pierre? Non, la laine va venir comme la mer. Voilà, la tête et les pattes restent marron et le corps il va devenir blanc. Ça, c'est la race Morée-Rousse. Celui-là, tu le rentres ce soir. En raison des températures fraîches de ce début d'automne, Jean-Pierre et sa femme reconduisent les agneaux nouveau-nés dans leur bergerie à Servières.
Et c'est au-dessus de celle-ci que Bernadette partage ses techniques pour mettre en valeur la précieuse fibre qu'elle obtient à partir des moutons de son exploitation. Jean-Pierre tond ses brebis et nous donne ces fibres qui sont salies en soin, donc la graisse qui est sur la laine du mouton. Ensuite, elle est lavée. Les fibres sont toutes en désordre par rapport à la fibre qui était sur le dos du mouton. Et pour rétablir ce désordre, il nous faut la carder, c'est-à-dire rétablir la position des fibres parallèles. Alors ça, ce sont vraiment les étapes pour commencer à travailler la laine. Dans le Briançonnais, il y avait une tradition d'utilisation de la laine autrefois, puisque les gens n'avaient pas d'autres éléments que la laine et le chanvre pour s'habiller. Le filage par torsion était réalisé par les femmes grâce aux fuseaux qui les accompagnaient dans leur quotidien. Le fil devait ensuite être disposé sur une bobine, puis tressé à 3 brins afin d'obtenir une laine prête à tricoter. Alors là, on va faire la même chose qu'avec le fuseau, sauf que le rouet, lui, va permettre de faire la bobine en même temps. Il va enrouler le fil au fur et à mesure, chose qu'on n'avait pas avec le fuseau. Je pense qu'avec toutes les laines, pas seulement la nôtre, on peut faire des fils complètement variables suivant la personnalité des gens. On arrive à faire soit un fil très fin, très régulier, soit un fil très varié. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses de la personnalité qui s'expriment là-dedans, mais comme dans plein de travaux manuels. On produit de la laine cardée pour les feutrières, la laine en flocons quelquefois, et du fil pour les tricoteuses et les tisserandes. Bernadette partage volontiers ses techniques autour d'ateliers avec un public de plus en plus nombreux et curieux de réapprendre ses savoir-faire presque oubliés. De la réalisation de feutres à la confection de vêtements, toutes les envies sont satisfaites. On pourrait imaginer que c'est toujours la même chose, mais non, pas du tout. C'est très très varié. Et à partir du moment où on aime, c'est pas très difficile. À l'image de Bernadette, un autre éleveur du Briançonnais a lui aussi décidé de renouer avec une tradition emblématique sur son exploitation de Monetier-les-Bains. Déjà producteur de fromage, berger et aubergiste, c'est à la suite du départ en retraite d'un ami que Karim Boussouar se lance dans l'aventure de la distillerie à base de plantes régionales. Voilà, donc là, on va fermer les vases de notre alambic afin de pouvoir mettre en route la distillation de nos petits fruits de montagne. Si cet alambic de 1921 permet aujourd'hui la réalisation d'eau-de-vie à partir de fruits du Briançonnais, il pouvait également contribuer à l'élaboration d'alcools neutres, entrant dans la fabrication de nombreuses liqueurs, telles que le génépi, une plante emblématique de ces montagnes. Alors pour la fabrication du génépi, on récupère la tête jusqu'à peu près aux 2/3 de la plante pour essayer de ne pas avoir tout le bas de la tige qui va nous donner comme un goût de bois dans la liqueur. C'est très odorant. Alors, le génépi fait partie de la famille des absinthes et c'est une plante qui a une légère amertume. Les petits producteurs, généralement, travaillent en plante pure. Donc, on a uniquement le goût du génépi. Ah, il en faut un peu quand même, hein. Alors, la recette traditionnelle, c'est 40 brins, 40 sucres, 40 jours. Après, chaque producteur prépare sa petite recette. Donc, on mixe tout ça. Ce qui est important, c'est que les plantes soient bien dans l'alcool. Sinon, le parfum ne va pas se diffuser correctement. Ah, il est presque bon déjà. Que ce soit la macération des fruits ou la macération des plantes,
Tout est fait à la main, l'embouteillage est fait à la main, l'étiquetage est fait à la main. La distillerie, peut-être qu'un jour elle grandira, mais pour l'instant ça reste artisanal, ça reste un hobby. Avec ses 3 associés, Karim développe des produits locaux qui seront directement vendus dans la vallée de Serre-Chevalier. Alors on a beaucoup de produits, donc les gens apprécient cette diversité qu'on a. Après, le grand challenge est le génépi, puisque chacun va faire le génépi à sa sauce, et il est toujours meilleur chez soi que chez le voisin. Donc il y a toujours des petites discussions au coin du comptoir. Ah non, cette année, le mien est meilleur. Et tandis que la recette est discutée avec assiduité, la cueillette de la plante est particulièrement réglementée. Le Briançonnais possède un patrimoine naturel remarquable sur lequel Éric Vanard veille depuis son bureau situé au Casset. Éric Vanard est garde-moniteur au parc régional des Écrins. Chaque matin, il suit les déplacements des bouquetins équipés d'une balise GPS. Mais depuis 3 semaines, l'une d'elles semble défectueuse. Éric part donc sur le terrain pour retrouver Fabien, l'animal doté de l'équipement émetteur. Les jours où je ne travaille pas, je fais exactement la même chose. Je vais aussi dans la montagne, voir les animaux, voir les bouquetins, voir les marmottes. Donc plus qu'un métier, c'est une passion. Et quand on a la chance de vivre sa passion, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Bonjour. Salut, ça va? Ça va, Rem? Ouais, nickel. T'as pris l'antenne? Bon, bah. Eh bien, parfait. Hein. Eh bien, écoute, on y va, on va aller sur Fabien. Allez, on est parti. Hop. Avec son fils Rémi, Éric veille sur cette espèce docile qui a bien failli disparaître des Alpes en raison de la chasse. Malgré les programmes de sauvegarde, des problèmes de reproduction fragilisent aujourd'hui les populations de bouquetins du parc. Alors attends, je te laisse déplier l'antenne. Passe-moi le... Depuis le temps que je suis les bouquetins, ça fait plus de 30 ans, j'ai appris plus de choses sur les bouquetins en 3 ans depuis qu'ils sont marqués que pendant les 30 années précédentes. Continue, c'est plus. C'est plus. Plus. C'est plus là-bas. Bon, on sait qu'il est là. Un comptage de bouquetins, il faut vraiment passer beaucoup de temps parce que c'est toute la journée sur le terrain. Le bouquetin, il peut rester... Il peut rester couché toute la journée, puis d'un coup, on ne sait pas ce qu'il lui prend. Pof. Il veut se dégourdir un peu les pattes, il se lève et paf, on le découvre. J'en ai 2, là, Rémi, mais... Eh bien, il y a peu de chances qu'il y ait dans cette direction le mâle que l'on recherche. Par contre, si ce sont 2 jeunes mâles, il faut chercher dans les cailloux autour, il y en a peut-être d'autres. Dont Fabien. Le bouquetin, c'est un ongulé, hein, c'est un caprin, c'est l'espèce sauvage de la chèvre domestique, de la chèvre que l'on a domestiquée. Et donc là, sur le parc des Écrins, on a 3 populations d'environ 300 bouquetins. Donc les espèces emblématiques de ce parc, c'est d'abord le bouquetin, le gypaète, et puis on peut dire aussi maintenant le loup qui fait son retour. Tiens, regarde Rémi, il y a un aigle qui sort là-bas sur la crête, tu vois? Ah ouais, je l'ai. Tu vois? Ouais. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Mais regarde, il pique. Il y a un jeune aigle qui attaque. Rémi sort l'appareil photo, c'est les loups. Ils descendent la pente, tu les vois? Ouais, je les ai. Ils suivent le ravin. Magnifique. Tout tranquille. Mince, ils vont disparaître de notre champ de vision, ils vont passer en dessous là. Sur le parc des Écrins, il y a environ une 50aine de mammifères, environ 250 oiseaux nicheurs et puis 2500 plantes à fleurs. Parmi les plantes, il y en a très peu qui pouvaient nourrir, quoi, hein. C'est plutôt du côté des fruits et des desserts que l'on trouve les choses les plus importantes, enfin le plus grand nombre d'espèces, donc myrtilles, érelles, et puis tous ces petits fruits font la joie des locaux pour les desserts. Si les douceurs fruitées sont les produits phares de l'automne, le mélèze reste l'arbre emblématique de ces montagnes. Il possède la particularité de perdre ses épines l'hiver venu, ce qui n'a pas manqué d'inspirer un jeune chef de Briançon. Avant de revenir dans sa ville natale, Jimmy Saron a pris le temps de travailler pour des tables renommées en France et à l'étranger. Il y a 3 ans de ça, mon père, ça faisait quelques années qu'il voulait que je revienne et c'était un challenge pour moi de revenir avec des produits locaux, retour aux sources, des produits que je connais, une région que j'aime. Et donc voilà, je suis revenu tout naturellement dans la région. Alors là, j'utilise la branche de mélèze, j'utilise uniquement les épines
Et parce que la saison ne permet plus d'utiliser le bourgeon. Et là, si vous regardez, c'est devenu des petites pommes de pin, enfin, des petites pommes de mélèze pour le coup. On l'utilise uniquement au printemps quand il est encore bien rouge. Et là, à cette époque-là, on est obligé d'utiliser uniquement les épines parce que le bourgeon il n'apporte plus rien, ça apporte trop un goût boisé. Alors ces branches de mélèze, elles viennent de la montagne bien évidemment. Faut savoir que le mélèze c'est un produit qui n'est pas du tout d'élevage, uniquement lors de la cueillette. Alors le mélèze c'est vraiment pour moi le produit emblématique du Briançonnais parce que la totalité du mélèze en France, il est représenté à 42% rien que dans le Briançonnais. Je pense que c'est un produit qui mérite d'être mis plus en avant. Alors là, je mets mes épines de mélèze dans mon chocolat. Le but, c'est vraiment de donner l'infusion au chocolat, de permettre que le chocolat ait vraiment le goût résineux, un peu boisé. Soucieux de mettre en valeur ce produit, Jimmy le décline à la façon d'un café gourmand. La tarte au chocolat ainsi préparée est montée avec une bavaroise glacée au miel de mélèze qu'une infusion au conifère viendra souligner. Alors moi, le mélèze, j'utilise essentiellement en pâtisserie. Alors, il y a vraiment un intérêt gustatif sucré, mielleux, résineux. Et ça a un goût subtil, ça a des goûts que les clients ne connaissent pas vraiment, même les locaux ne connaissent pas vraiment. Et les gens sont surpris quand ils goûtent du mélèze. De le mettre en avant ici dans mon restaurant, c'est vrai que c'est vraiment une fierté parce que les gens repartent de la vallée de Serre-Chevalier et du Briançonnais avec un nouveau produit en tête, un nouveau goût en tête et c'est une fierté. Oui. Jimmy apporte ainsi une touche d'originalité au plat du terroir qui en fait la renommée de l'Alpin. Parmi les produits traditionnels de cette gastronomie, le fromage tient une place de choix. Et c'est dans la vallée de la Clarée qu'un éleveur de brebis perpétue ce savoir-faire. Ancien forestier, Laurent Darmas a créé sa bergerie en 2005. Son attachement aux terres de Névache l'a poussé à devenir éleveur et ainsi participer au maintien des paysages agricoles de sa vallée. Les brebis sont des bêtes qui supportent bien le climat qu'on a avec des périodes d'hivernage en bergerie qui sont longues. Moi, je traite entre 7 et 9 mois par an, suivant les années, mais c'est tous les matins et si possible à la même heure. Le jour où ça devient une contrainte, la traite, il faut arrêter ce métier. C'est déjà le moment où on peut vérifier que tout va bien, qu'elles n'aient pas de problème, qu'elles ne soient pas malades, qu'elles n'aient pas pris un coup, qu'elles ne se soient pas blessées. Donc il y a déjà tout cet aspect-là. Ça permet de vérifier aussi si on fait bien notre travail. Si les bêtes ondulées, ça veut dire que nous, on s'en occupe bien, on fait bien notre travail. Donc c'est un moment qui est important. Donc nous, à haute altitude, on a la chance d'avoir des prairies naturelles de qualité qui sont extrêmement variées et diversifiées en termes de flore. Donc on a du lait qui est très aromatique. Laurent réalise des fromages à partir de lait cru. Cependant, il doit réchauffer son lait à 35 degrés pour que les enzymes de la présure puissent agir. La présure a une action enzymatique sur le lait. En fait, ça va agglomérer certaines molécules de lait entre elles et emprisonner tout ce qu'on appelle le petit lait ou le lactosérum à l'intérieur. Donc là, on est sur la préparation de fromage qu'on fait sur l'exploitation qu'on appelle des carrés doux. Et la technique utilisée, qui est une technique qui est relativement peu utilisée en fromage fermier, c'est les caillés doux. Après avoir laissé le lait reposer pendant 1 heure, Laurent vérifie la formation du caillé. Ça doit se partager de manière bien nette et puis qu'on ait un caillé qui soit très, très homogène. Donc là, c'est le cas. Voilà, donc là, on va vérifier un petit peu l'état du caillé et puis surtout voir le goût qu'il a. Et en fait, c'est extrêmement doux. C'est pour ça que la technique s'appelle du caillé doux, parce qu'au départ, le caillé a quasiment pas de goût. Et après, comme la manière dont on l'a travaillé et dont ça va être affiné, c'est là où tout le goût va se développer. Ça nous donne un produit qui, lui, va avoir un peu plus de typicité en termes de goût, qui va être un peu plus fort. C'est un fromage qui ne va pas être amer, qui ne va pas piquer, mais par contre qui va avoir une grande longueur en bouche avec des notes un peu de noix qui sont intéressantes.
Une fois affinés, les fromages de Laurent seront préparés avec les autres produits de sa ferme pour être vendus à Briançon via une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Les clients de la MAP commandent et règlent ainsi leurs produits à l'avance et les récupèrent chaque semaine auprès des producteurs. C'est un mode de vente qui implique beaucoup les consommateurs et qui a un vrai impact quand même sur le Briançonnais, puisque 80 familles sur 15 000 habitants, c'est pas neutre. Quand on est sur la distribution, donc qui se fait une fois par semaine, on parle plus d'argent, on parle de nos produits, les gens qu'on connaît depuis longtemps, on prend des nouvelles des enfants ou ils prennent des nouvelles des nôtres, enfin voilà, il y a une vraie vie sociale qui se crée autour de ça et sur nos petites exploitations où on est souvent, comme je l'ai dit, bien seul, c'est très très important. Merci. Pour moi, c'est un acte à la fois personnel, j'aime bien manger de qualité et que ce soit bon dans mon assiette. Et c'est un acte militant aussi de soutien à ce type d'agriculture. Venir ici chercher ces produits, c'est vraiment un bon moment parce que voilà, on croise des amis, on croise des gens qui partagent aussi nos valeurs parce que s'ils viennent faire leurs courses là et pas à Carrefour, c'est qu'il y a un fond de valeurs communes, on passe un bon moment, les enfants jouent, voilà, ça vaut 40 000 fois le supermarché niveau ambiance. Alors, Et bonsoir. bonsoir. Bonjour. Ça c'est pour Miss Tanguette. Et il y a du fromage aussi. Hein. Eh oui, ça va. Ça passe bien. Bientôt la fin de la saison. Bien, ouais, ça commence à Attirer. ouais, un peu attirer puis à se calmer en même temps, donc c'est voilà. C'est bien Non, aussi. c'est bien, ouais, mais c'est la bonne période. Puis après, on va essayer de mettre en place des nouvelles recettes de fromage. Donc cette année, je vais traire un peu plus tard. On va travailler sur des tomes puis sur des bleus, des pâtes persillées. C'est pas qu'un produit donc qu'ils achètent, c'est du savoir-faire, c'est comment on vit, comment on s'occupe de nos bêtes. Moi, je suis capable de répondre à toutes les questions sur mes bêtes. Donc il y a un vrai échange, un vrai retour. Et ça, c'est très très gratifiant. Bon. Et ben bonne soirée. Eh ben, à bientôt. Merci pour ces bons produits. Sur les terres du Briançonnais, il est des hommes et des femmes qui ont su tirer profit de la rudesse de ce terroir et y cultiver un patrimoine riche et gourmand. Aujourd'hui, je vous propose un carré d'agneau fumé au thym, confiture de tomates et pommes grenaille. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour les carrés et le jus, 2 carrés d'agneau de 6 côtes chacun, une carotte, un oignon, une branche de céleri, 3 gousses d'ail, un bouquet de thym sec. Pour la confiture de tomates, 4 grosses tomates, 60 g de sucre, 3 anis étoilés, 30 g de vinaigre de Rérès. Pour les pommes grenaille, 400 g de grenaille petite, 100 g de beurre, 40 g d'huile d'olive, 4 gousses d'ail, une branche de thym, de la fleur de sel. Pour les carrés d'agneau, parez les carrés d'agneau et réservez les parures. Marquez les carrés dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, puis salez avec la fleur de sel. Il est important de mettre très peu d'huile d'olive, car le gras naturel de l'agneau va suffisamment nourrir la viande dans la cuisson. Une fois coloré, réservez dans une cocotte, ajoutez un bouquet de thym sec et l'allumez pour fumer les carrés. Laissez ensuite la viande reposer, hors du feu, au moins 15 minutes, dans la cocotte à couvert. Taillez en mirepoix, c'est-à-dire en petits dés, la carotte, l'oignon, le céleri et écrasez l'ail. Essayez d'avoir une bonne régularité de taillage pour avoir une cuisson homogène. Dans la même poêle qui a servi à marquer les carrés, préparez un jus réduit, bien colorer les parures pour avoir un maximum de sucre. Ajoutez la garniture en mirepoix, l'ail écrasé, une branche de thym et laissez cuire 5 à 8 minutes. Dégraissez et mouillez à hauteur. Laissez réduire de moitié, puis passez au chinois étamine. Réduire à nouveau jusqu'à ce que le jus nappe légèrement la cuillère et réserver. Pour la confiture de tomates, mondez les tomates, puis les couper en quartiers et les épépiner. Faire un caramel avec le sucre à sec, puis déglacer avec le vinaigre. Ajoutez les quartiers de tomates, l'anis étoilé et laissez cuire doucement à couvert, mais en remuant fréquemment jusqu'à obtenir une confiture souple. Salez et réservez.
Pour les pommes grenailles, dans un sautoir, faire mousser le beurre avec l'huile d'olive, ajouter l'ail, le thym et les pommes grenailles. Saler avec la fleur de sel et laisser cuire à feu moyen. Après 15 à 20 minutes de cuisson, égoutter sur du papier absorbant et réserver. Passez le carré d'agneau 5 minutes au four à 180 degrés pour finir la cuisson et laisser reposer à nouveau 5 minutes avant de le couper. Pour le dressage, dans l'assiette, déposez une belle cuillère de confiture de tomate, les côtes d'agneau et quelques pommes grenailles. Arrosez enfin avec un peu de jus réduit et déposez une petite branche de thym brûlé pour finir. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.